Bonjour les amis, c'est Starter sur la vidéo. Excusez-moi, c'est... Je me suis endormi. Faut dire qu'on est plus habitué à se lever de bonne heure comme ça, à 6h du matin pour regarder un Grand Prix. Heureusement que c'est pas à 4h du matin, hein. Si tu trouves que c'est un exploit de se lever à 6h du mat pour regarder un Grand Prix, c'est que t'as jamais connu les Grands Prix d'Australie, de Melbourne et d'Adélaïde à 4h du matin. C'est pas mon cas parce que c'était juste après. Mais en attendant, je suis ravi de vous retrouver pour parler d'ailleurs de ce Grand Prix d'Australie à Melbourne sur le circuit de l'Albert Park pour la 85e édition du Grand Prix depuis 1928, en Formule 1 depuis 1985 avec une nouvelle version du circuit, 5 km 278, 58 tours. Et franchement, ça nous a fait plaisir de retrouver ce tracé de Melbourne. Ça fait maintenant 2 ans qu'on attend ce retour. Bon, on va faire un petit rappel des faits. En 2020, annulé au tout dernier moment, merci le Covid. 2021, Covid oblige encore une fois. Mais ça y est, c'est enfin le retour de cette course. Et franchement, ça nous fait plaisir. Et puis surtout, on retrouve ce circuit de l'Albert Park avec une évolution de son tracé, avec... des virages qui ont changé, qui ont été élargis, avec une piste élargie. La voie des stands également a été élargie. Tout a gagné presque 2 mètres, 2 mètres 50 de largeur. On a aussi des virages qui ont été redessinés pour être soit plus rapides, soit plus pointus. Et surtout, le plus grand changement, c'est la suppression de la chicane qui se trouvait au virage 9 et 10. Le virage Clark, qui maintenant n'est plus un gros freinage et une chicane assez lente. C'est carrément une grande courbe rapide. C'est tellement rapide. Vraiment, à haute vitesse, on arrive... à une certaine époque, on arrivait à atteindre des vitesses proches des 280-290 km/h. Aujourd'hui, on dépasse largement les 300-310 km/h. On peut même arriver jusqu'à 320 km/h au freinage. Bon, vous allez voir sur place si c'est le cas. Hein. Moi, je peux pas parce que c'est trop loin, c'est tout. Et d'ailleurs, il y a une chose qui m'a un petit peu énervé en début de semaine de ce Grand Prix d'Australie. Ça a été un coup de gueule, et puis heureusement, ça a été, on va dire que ça a été un petit peu calmé. Hein. Il se passe que la Formule 1 a voulu rajouter une 4e zone DRS sur ce circuit. Oui, on avait déjà 3 à l'origine, 2 voire 1 quand le DRS est arrivé. Et là, ils se sont dit, et si on rajoutait une 4e zone? Et je pense que tout le monde a dit, c'est une excellente idée. Non, c'est pas une excellente idée de rajouter une 4e zone DRS. En plus, je me suis amusé à faire un petit calcul un peu rapide, pour voir à quoi ressemblerait ce tracé de Melbourne avec toutes les zones DRS. Sachant que le circuit fait 5 km 278, j'ai fait un calcul approximatif de toutes les zones DRS. On arrivait à atteindre 2,7 km. Ça veut dire qu'on avait plus de la moitié du tracé de Melbourne sous DRS. Et sérieusement, pourquoi faire? Essayez de m'expliquer pourquoi la Formule 1 s'est dit on va faire la moitié du circuit sous DRS. Autant l'autoriser partout. On gagne du temps, au moins c'est fait, on n'en parle plus. DRS à fond pour tout le monde, faites-vous plaisir. Et puis surtout, ça fait longtemps qu'on attend, encore une fois, ce nouveau règlement, je vais le remettre sur la table, qu'on attend ce nouveau règlement, qu'on attend d'avoir des voitures qui se suivent, c'est le cas, elles se suivent, et qu'on mette fin au DRS, sauf qu'on a, avec ce discours, 2 salles des ambiances. Je peux vous dire que ça fait pas vraiment plaisir à entendre, et je pense qu'on aura encore d'autres circuits où l'on pourra avoir des zones de DRS de multiplier, ou, allez, pourquoi pas, au Paul Ricard, on supprime la chicane nord de la grande ligne droite du Mistral, on met tout DRS à fond. Rigolez pas, ça peut arriver. Ou encore mieux, le DRS dans le tunnel à Monaco, ou carrément dans la grande courbe de Blanchimont à Francorchamps. Vous pouvez rigoler, mais ne soyez pas surpris s'il annonce. Alors bien sûr, cette 4e zone de DRS a été
supprimé le samedi matin. Ça a été évoqué pour des raisons de sécurité, hein, parce que c'est dans cette portion du circuit, on voyait les voitures être victimes du marsouinage, hein, ces oscillations de la voiture, hein, et ça a été évoqué bien sûr pour raison de sécurité. Mais bon, certains membres de la FIA, pour ne pas les citer, Pat Simmons, qui a dit que c'était ridicule de l'avoir supprimé. Ouais, mais en tout cas, nous, ça nous a fait plaisir. Voilà, donc ça c'était pour le petit coup de gueule. En attendant, ravi de retrouver Melbourne, hein, je le dis, je le répète, hein. Et surtout, un petit rappel des faits après 2 courses, hein. Bon, même si vous l'avez vu qu'il y en a une que je n'ai pas faite, hein. Qu'est-ce que tu crois, moi je reviens des Grands Prix, hein, pas des attaques terroristes. Après 2 Grands Prix, ceux de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, le duel Leclerc-Verstappen, bon, c'est très bien lancé. Une victoire pour les deux pilotes et pour les 2 équipes, à savoir Ferrari et Red Bull. Un très beau duel annoncé pour ce début de saison et on espère qu'il va continuer pour la suite, hein. Et ce duel, on le suit depuis les essais, les qualifications et la course. On va commencer dans l'ordre, pas par les essais, hein, mais par les qualifications. On y va maintenant. Les qualifications, ce samedi matin de bonne heure, on a eu raison de se réveiller pour voir la nouvelle pole position de Charles Leclerc, la 11e en carrière, la deuxième cette saison, la première de Ferrari depuis le Grand Prix d'Australie 2007. Suite derrière Max Verstappen qui devance Sergio Perez, Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Carlos Sainz et Fernando Alonso. Ça c'est pour le top 10, on va y revenir juste après. Derrière, en deuxième partie, on retrouve Pierre Gasly classé 11e devant Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou et Mick Schumacher pour la 14e et 15e place. Derrière, c'est Alex Albon devant Kevin Magnussen, Sébastien Vettel, Nicolas Latifi et Lance Stroll. Ça, c'est les résultats de la qualification. Et bien sûr, on commence par cette nouvelle performance de Charles Leclerc qui remet en place les Red Bull, qui étaient vraiment bien performantes, hein, depuis ce début du week-end. Hein. Mais bon, on va pas se mentir, hein, les Red Bull connaissent quand même quelques soucis, hein, surtout du côté de Max Verstappen avec une voiture instable. Hein. Pendant la 3e séance d'essai, on a pu voir un pilote pas ravi de l'équilibre de sa voiture. Beaucoup de fautes de pilotage, quelques sorties, rien de grave. Mais pourtant, le champion du monde en titre répondait présent, tout comme son coéquipier. Hein. D'ailleurs, Sergio Perez qui commence à devenir l'homme du samedi, quand même. Ça, c'est quelque chose à noter. Sergio Perez est vraiment qui est en train de montrer qu'on va pouvoir compter sur lui le samedi maintenant. Ça fait très plaisir de côté de Red Bull, hein, qui place vraiment ses cartes, ses pions, qui passe ce que vous voulez. C'est très intéressant, ça va être génial à voir pour le long de la saison. Et puis n'empêche, pendant la 3e partie de qualification de la Q3, on a pu voir quand même que Sergio Perez était l'homme qui valait 1 millième. Ah ça, je peux vous dire, ça fait beaucoup, 1 millième. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on a vu encore dans cette séance de qualification ? Ah oui, ça par contre, c'est un mauvais point pour Ferrari parce que si Leclerc signe une superbe pole position, ça a été la déception pour son coéquipier Carlos Sainz qui n'a pas du tout réussi à mettre en état de marche ses pneus pour la 3e partie de qualification. Il a complètement loupé son premier secteur. Il n'a pas réussi à rattraper le gap sur les 2 derniers. Ça a été impossible. Et puis surtout, il faut dire que dans les faits, Carlos Sainz a été un grand perdant de l'accident de Fernando Alonso. Et ça, il faut quand même en parler parce que Fernando Alonso, il nous faisait une qualification hors norme. On voyait les Alpines très en forme dans les essais et on s'est dit peut-être qu'elles vont se placer derrière. Là, normalement, comme les autres. Et puis finalement, encore, regardez que l'Alpine d'Alonso fonctionnait très bien et pouvait jouer les premiers rôles pour être en première ligne. Je plaisante pas dans ce que je dis. Hein. Alonso pouvait vraiment jouer la première ligne. Hein.
allez, la pole position si vous voulez, hein, si ça peut vous faire plaisir. Et malheureusement, je sais pas, à quel moment tu te dis, on va perdre toute chance de faire une superbe qualification en ce début de saison à cause d'un joint d'étanchéité. Je plaisante pas. Il se passe qu'Alonso a perdu le contrôle de sa voiture au tout dernier moment, sur un virage. Plus rien du tout, la voiture qui s'est complètement coupée. Plus rien à faire avec la voiture. Il termine dans le bac à gravier, puis il va taper les pneus. Et tu te dis que tout ça, c'est à cause d'un joint. Là, c'est pas le joint de culasse du père René qui pète là, c'est carrément un joint d'étanchéité d'huile sur tout le système hydraulique qui a lâché un putain de joint. On s'en méfie jamais assez des joints d'étanchéité, mais jamais. La preuve, ça a ruiné la qualification d'Alonso. Et puis je vous parle pas de la course, on va y revenir après dans la course, mais bordel, mais elle plan de la connerie, ouais, c'est... Putain, ils nous vendent du rêve Alpine avec leur plan là, mais très honnêtement, le rêve commence à devenir un cauchemar, parce que c'est pas normal d'avoir de la puissance pareille et aucune fiabilité. Je comprends très bien l'état d'esprit d'Alpine de leur projet, mais là, ça la fout mal quand même. Je suis désolé, ça la fout mal. Tu peux pas dire on se donne 100 grands prix pour gagner, mais essaye de faire les choses bien dès le premier, et même dès le deuxième, le troisième. On s'en fout si t'as un problème entre le 20e et le 50e, on s'en fout. Mais là, dès le troisième, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que là, en plus, on a Fernando Alonso qui est de retour, qui est dans une forme incroyable, comme s'il avait ses 20 ans. Et tu te dis que il y a un joint qui lui ruine toutes ses chances. T'en as qui se demandent si c'est pas un peu abusé, hein. C'est... N'empêche, tout ça pour une histoire à la noix, hein. Enfin bon, c'est avec le problème d'Alonso dans cette qualification, hein. Faut qu'on en parle aussi. C'est peut-être le fait de cette séance. C'est l'accident entre Lance Stroll et Nicolas Latifi. C'est quoi ce bordel ? Très sérieusement, c'est quoi ce bordel ? L'excuse de Stroll, qui est venu percuter Nicolas Latifi en tout début de qualification. L'excuse de Stroll, c'est pas ma faute, c'est le virage qui tourne. Ça, c'est vrai, on n'y pense jamais souvent, hein. C'est vrai que les virages, c'est pour ceux qui tournent. Mais je suis désolé de ce qu'a fait Stroll. Putain, mais faut le bannir, là. Faut le bannir, interdiction de rouler en Formule 1 à durée indéterminée. Allez, dehors, dégagez, monsieur Stroll. C'est du n'importe quoi, là. Très honnêtement, c'est du n'importe quoi. En plus, Nicolas Latifi, il est gentil. Enfin, il est gentil, façon de parler, parce que il se gare, on le prévient pour dire que voilà, t'as Stroll derrière, il est dans un tour d'attaque, tu te gares, tu le laisses passer. Il le fait. T'as Stroll qui veut le passer et qui d'un coup relâche pour savoir si oui ou non on rentre au stand ou si on refait un nouveau tour chrono. Et pendant qu'il essaie de réfléchir, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient carrément percuter Latifi, il vient carrément percuter la Williams. La Williams, bon ben, un coup dans les murs, merci d'être venu. Là, franchement, c'est vraiment honteux de la part de Lance Stroll. Depuis le temps qu'il est en Formule 1, que j'essaye de le défendre. Et je ne suis pas tout seul à le défendre. Mais aujourd'hui, je laisse la place aux autres. Ah, c'est bon, Lance Stroll, il m'agace. Il m'agace, hein. Il a son père, il a racheté une équipe. Il a arrêté tous les plans endurance hypercar pour se concentrer que sur la Formule 1 avec une marque qui est quand même
Aston Martin. Il arrive à négocier à avoir Sébastien Vettel, à placer les Aston Martin comme voiture de sécurité. Et t'as le fiston qui fait de la merde en piste. Et en plus, si je parlais de tout ce qui se passait pour Aston Martin depuis ce début du week-end, ça attendra le bilan des équipes. Hein. Mais là, pour le coup, Lance Stroll, c'est nul. C'est nul, c'est ni fait ni à refaire. Et puis, très honnêtement, la pénalité qu'il a eue, oh, c'est léger. Lance Stroll, t'as percuté volontairement une autre voiture, t'as 3 places de pénalité sur la grille. Vous êtes gentils, messieurs, hein 3 places sur la grille. Le dernier, il part à avant-dernier. Quand même, sérieusement, de ce qui s'est passé avec Lance Stroll sur Latifi, on appelle ça un attentat. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette séance de qualification? On a une hiérarchie de midfield qui a été rechamboulée encore une fois. Tant qu'à faire, histoire de changer. On a retrouvé des McLaren qui sont remontés très haut sur la feuille des temps. Hein. On a même vu un Lando Norris meilleur temps à la 3e séance d'essai. Pardon. Et je pense que ça, c'est dû avec la configuration bien spécifique du tracé de Melbourne. Hein. Enfin, dans sa nouvelle version, parce que je pense pas que dans l'ancienne, ça aurait aidé. Mais là, dans la nouvelle, de plus, avec un asphalte qui est complètement neuf, ça a beaucoup aidé McLaren. C'est comme ça qu'on le voit dans les explications, dans les données. Bon, je veux bien comprendre, mais bon, on va pas refaire tous les circuits pour que McLaren repasse devant. Hein, enfin, ils peuvent toujours essayer, mais bon, ça m'étonnerait. Qu'est-ce qu'on a vu? Bon, on a vu As qui a reculé très loin dans le peloton, qui a retrouvé pour certains une certaine position logique. Hein. Ouais, si vous voulez. Bon, c'est vrai que Kevin Magnussen, ça fait longtemps qu'il n'a pas roulé à Melbourne. Mick Schumacher, c'est la première fois qu'il découvrait ce circuit-là. Ça peut s'expliquer. Et puis, à mon avis, ils ont dû rouler prudent. Parce que, pour rappel, As a dû reconstruire la voiture de Schumacher avec son accident de Jeddah. Et Gunther Steiner a expliqué, bon voilà, vous plantez pas, on n'a plus de pièces de rechange. Ça peut s'expliquer, hein, la peur de casser. Ouais, c'est un peu dommage pour As parce que voilà, ça commençait bien leur début de saison. On était heureux pour eux, ça marchait bien. Bon bah là, ça recule un peu, c'est dommage. Franchement, c'est dommage pour eux. En attendant, la grille de départ qui s'affiche de ce Grand Prix, bon bah Leclerc, Verstappen première ligne. Hein. Encore une fois, ils sont là les deux. À noter donc pour Alex Albon pénalisé de 3 places sur la grille après avoir percuté Stroll à Jeddah. Hein. Comme quoi, bon ensuite, en fin de soirée, il a été disqualifié de la séance pour une quantité insuffisante de carburant dans son réservoir. Hein. Bon, il a été repêché quand même parce qu'il a fait un chrono. Et puis aussi Lance Stroll qui a été autorisé à rouler et qui s'est pris 3 places de pénalité pour son accident sur Latifi. Hein. Ouais. C'est pas beau le fond de grille. Très honnêtement, c'est pas beau. Ça, c'était pour les qualifications. Je vous propose de passer à la course maintenant. Ce Grand Prix d'Australie, le 3e rendez-vous de la saison, a vu donc la victoire de Charles Leclerc devant Sergio Perez et George Russell. Ah tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il termine devant son coéquipier Lewis Hamilton, 4e devant Lando Norris, 5e et Daniel Ricciardo, 6e pour les deux McLaren. 7e, on retrouve Esteban Ocon devant Valtteri Bottas, 8e sur l'Alfa Romeo. 9e, Pierre Gasly et Alex Albon, 10e, Kyle Williams. Ça, on va en parler. Et le meilleur tour en course est signé Charles Leclerc, une 260, réalisé dans le dernier tour au passage. Hein. Lui qui voulait vraiment le faire. Et encore, on lui a dit non, c'est bon, il n'y a plus personne qui pourra te le piquer. Bon, d'accord. Donc voilà, bien sûr, on attendait un duel Leclerc-Verstappen dans toute cette course. Hein. On l'attendait, mais il n'a pas été en rendez-vous. Non, il ne voulait pas revenir. Bon, il dormait encore, ce duel. Hein. C'est un peu dommage, parce que, quand même, ça aurait pu être intéressant entre les deux.
On va dire qu'il y avait une sorte de duel à distance. Une sorte. Parce que c'était pas vraiment le cas. Faut dire qu'elle marchait bien cette Ferrari en course, hein. La Red Bull, je vous dis pas. Mais bon, quand on a un Verstappen qui est pas confiant avec une voiture, c'est pas terrible. Et puis en plus, à Melbourne, qui est vraiment un circuit très atypique par la Formule 1, il se passe toujours des choses qu'on n'attend jamais là-bas. C'est pour ça qu'on aimait bien pour l'avoir comme un Grand Prix d'ouverture de la saison, parce que c'est un Grand Prix où il peut vraiment se passer des choses là-bas. Et bah ça, on l'a bien vu, hein, c'est l'un des faits marquants de la course, le 39e tour de course et l'abandon de Max Verstappen. Coupure moteur, terminé, garé, début d'incendie. Merci d'être venu pour le champion du monde. Et là, franchement, c'est dommage. Et en plus, quand je dis ce qui est dommage, c'est la raison pour laquelle il a abandonné. Une fuite de carburant. Alors déjà qu'à Bahreïn, on a eu les deux voitures qui ont eu un problème de pompe de carburant. Là, c'est carrément une durite de carburant sur le moteur qui s'est tirée. Voilà. C'est c'est vraiment dommage pour Verstappen. Il faisait vraiment une bonne course. Je dis pas qu'il aurait gagné, mais il était vraiment performant. Il arrivait quand même à faire une excellente course. Il aurait même pu profiter d'avoir la tête de Grand Prix après la deuxième safety car. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Elle n'a pas réussi à en profiter. Et franchement, c'est vraiment dommage de ce qui est arrivé. Et puis surtout, sur un problème de fiabilité, encore une fois, de Red Bull, hein. C'est, en trois Grands Prix, c'est le troisième abandon dans l'équipe autrichienne. N'empêche, ça la fout mal, hein. Mais de toute façon, de ce qui s'est passé pour Verstappen et Red Bull, je vais en parler après au bilan des équipes. Mais c'est vraiment dommage qu'on perd l'un des prétendants, pardon, j'y arrivé. Je vais y arriver. C'est dommage que l'on perde l'un des prétendants à la victoire et au titre, hein. D'ailleurs, bon, il a dit lui-même, pour parler du titre, hein, on verra ça tout à l'heure, de toute façon. C'est un peu dommage de ce qui est arrivé. Mais il faut aussi revenir sur d'autres faits de course hein, dans ce Grand Prix, hein. Une course qui a été neutralisée deux fois. Trois si on compte celle de Verstappen, hein. Enfin, moi, je dis que la course a été neutralisée quand on a une voiture de sécurité, hein, et pas une virtual safety car. Même si nos directeurs de course, que sont Nils Wittich et Eduardo Freitas, prennent la décision de dire on met d'abord une virtual safety car et après la safety car pour calmer vraiment tout le monde, hein. On ralentit, après on regroupe, ce qui est une très bonne stratégie qui a été déjà vue à Bahreïn. Enfin, ça serait bien qu'il applique à chaque fois qu'il y a un événement en piste. Et donc, on a eu une première neutralisation avec la sortie de Carlos Sainz, hein, qui s'est carrément tanké dans les graviers. Il faut dire que l'Espagnol, il a déjà raté son départ, hein, carrément collé sur la piste. De ce que j'ai compris, il a eu au dernier moment un souci de volant. Et dans ce volant de rechange, qui est géré par ordinateur, hein, puisque c'est un ordinateur qui a dans ce volant, il n'avait pas la bonne cartographie pour le départ. Donc, résultat, énormément de patinage. Impossible de faire un excellent départ. Il est carrément resté collé sur un grille. Il suffit de voir la caméra embarquée de Pierre Gasly pour voir que déjà le Normand est obligé de le dépasser in extremis sur le départ. Et puis surtout, on a vu un Carlos Sainz complètement en difficulté déjà avec ses pneus durs, hein, qui a eu du mal à mettre en condition. Puis surtout qui a très bien chuté dans le classement. Et puis il y a eu aussi son attaque très optimiste sur Mick Schumacher. On l'a vu là partir à la faute. Et puis, heureusement, il n'a pas percuté d'autres voitures, mais c'est pas passé loin. Il aurait pu nous taper une Alfa Romeo ou une Haas. Ça aurait été sympa. Mais heureusement non. Heureusement, il n'a pas voulu faire. Il n'a pas voulu. Merde. Excusez-moi. Il n'a pas fait de strike, heureusement. Parce que là, je vous raconte pas les dégâts que ça aurait été, surtout à cette vitesse. Mais voilà, très mauvaise course pour Sainz. 2 tours, merci d'être venu. C'est vraiment dommage.
Et puis la deuxième neutralisation, alors là pareil, c'est vraiment dommage là, d'avoir fait le déplacement, c'est pour Sébastien Vettel. Hein. Sébastien Vettel, déséquilibré, sans vibreur et à la reprise des gaz, il repart en tête à queue, hein. Vettel, Vettel spin. Il va taper deux fois le mur, garé, allez, il peut rentrer au scooter. Et puis cette fois, la course lui a pas coûté 5 000 euros. Donc voilà pour les deux neutralisations, pour les deux faits marquants en course. Hein, enfin, les deux faits marquants, les trois, avec Verstappen bien sûr. Faut pas oublier parce que ça, c'est un fait sur le long terme de cette saison. Hein. Pourtant, c'est dommage parce que on a quand même eu une course assez sympa. Et je pense qu'on aurait bien voulu avoir un peu plus de batailles en piste avec ces pilotes. Ça aurait été vraiment intéressant. Enfin, pour Vettel, je sais pas. Parce qu'on a quand même des faits de course assez intéressants. Bon, déjà, on avait eu un moment une lutte Hamilton-Pérez. Hein, à Pérez, par contre, il était vraiment en forme dans cette course. Je peux vous dire, il s'est très bien débarrassé d'Hamilton dans la première partie de course. Et puis dans la deuxième, c'était face à George Russell. C'était vraiment excellent de la part du Mexicain qui sauve les meubles de Red Bull avec sa deuxième position. Hein. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je parlais de Mercedes, ils ont un résultat inattendu. Hein. George Russell qui monte sur le podium, le deuxième en carrière, mais le premier vrai podium de sa carrière. Certains vous diront. Et puis quand même Hamilton qui termine quatrième, bon, qui est un peu déçu d'avoir perdu une position à cause de la safety car, tout ça. Oui, bon, t'inquiète pas, Lewis, tu vas retrouver ton podium, tu vas retrouver ta première marche. T'inquiète pas, ça va revenir, c'est pas le souci. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah bah oui, les McLaren qui sont très bien revenus dans cette course. Hein. Je vous le disais, ils sont 5e et 6e avec Norris devant Ricciardo. Enfin, Ricciardo qui voit l'arrivée de son Grand Prix. Hein. La dernière fois, c'était en 2019 avec Renault. Ça s'est très mal terminé, malheureusement. Bon, ça me rassure de voir McLaren en forme. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Il y en a qui sont plus étanches. Alors comme quoi, on a aussi vu Alex Albon. Alors, Albon n'empêche... Enfin, c'est pas lui qui nous a fait peur, c'est plutôt son équipe, Williams. On s'est dit, ça y est, ils ont oublié d'arrêter Albon dans la course. Parce que Albon était parti en pneus durs, et les pneus durs n'avaient aucune dégradation sur ce circuit. Eh bien, le Thaïlandais a fait la course du début jusqu'à la fin avec les pneus durs. Et au tout dernier tour, il rentre au stand, il fait le changement obligatoire de gomme, qui est obligé, hein, c'est dans le règlement, si vous ne le faites pas, vous êtes pénalisé, disqualifié, tout ce que vous voulez. Dernier tour, arrêt au stand, il ressort, il marque le premier point de Williams cette saison. Je peux vous dire, Williams, ils ont pris cher ce week-end avec l'accident sur Latifi, mais là, cette 10e place d'Albon pour un point, d'accord? Et franchement, c'était presque une victoire pour eux. Je peux vous dire que ça leur a fait plaisir. Et puis pour nous, ça nous fait extrêmement plaisir de voir qu'Albon arrive à mener cette équipe et cette voiture qui est pas très évidente. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi également dans cette course? Ah oui, tiens, les As ont vu l'arrivée. Hein. Eux qui, la plupart du temps, ne voient pas l'arrivée à Melbourne. Hein. Soit parce qu'ils n'arrivent pas à serrer des roues, soit malheureusement ils ont des accidents. Et bien voilà, les As ont vu l'arrivée à Melbourne, hein, donc on est un peu mauvaise langue. Et d'ailleurs, c'est la première fois que les deux voitures de l'équipe américaine voient l'arrivée à Melbourne. C'est la première fois. Bon, ils sont un peu longs en classement, ils sont 14-15e. Mais voilà, c'était quand même à noter. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah tiens, on a eu Stroll, encore lui, encore une fois. Monsieur, je sais pas conduire, hein. Il était bourré, non? Il arrêtait pas de zigzaguer. Bottas a essayé de le passer, c'était pas évident. Gasly a essayé de le passer, c'était pas évident. Même Alonso qui était derrière, il était là à la radio, dit pourquoi il n'arrive pas à dépasser la voiture? C'est qui dans l'Alpha Tauri? C'est qui dans l'Aston? C'est Gasly, il n'arrive pas à dépasser Stroll. Je peux lui montrer au pire. Il ne pouvait pas lui montrer Alonso.
On en parlera d'Alonso après. Ouais, ça fait pas plaisir le résultat. Et sinon, dans son ensemble, bah voilà, on avait une course calme dans sa généralité, hein. Ça arrivait à se suivre dans le peloton, hein. On n'avait pas de grande surprise, malheureusement. Les stratégies étaient assez classiques. Et puis je pense que ça aurait été bien ennuyant avec la quatrième zone DRS. Peut-être que ça aurait multiplié les dépassements, mais j'en voyais pas l'intérêt. En attendant, bah, on a une nouvelle victoire de Leclerc, hein. D'ailleurs, Leclerc qui signe son premier grand chelem, on va l'évoquer après, hein. Avec en plus une Ferrari qui n'arrête pas d'avoir du marsouinage, hein. Ah ça, on l'a vu, hein, ça marsouine, hein. Il y a peut-être un peu trop de fun que dans cette Ferrari. Et puis, il suffit de voir certaines images où la Ferrari ou la Mercedes sont victimes du marsouinage dans les grandes lignes droites à grande vitesse. La seule voiture qui en a pas, c'est la Red Bull. Elle est stable. Ah, elle bouge pas. C'est peut-être pour ça qu'il manque un peu de performance ou de stabilité. Parce qu'elle était trop stable. C'est peut-être ça, hein. Ça peut peut-être s'expliquer. Voilà pour le bilan du Grand Prix. Ah, oui, c'était court. Oui, c'est... Bah, vous savez, quand il se passe rien... Je sais pas, moi. Si, le record d'influence du Grand Prix. Un peu plus de 419 000 personnes sont venues voir le Grand Prix d'Australie. C'est plus que Austin aux États-Unis l'année dernière. Et on est à l'autre bout du monde. L'Australie, c'est pas derrière Paris, c'est pas derrière Dunkerque, c'est à l'autre bout du monde. Record d'influence. Il n'y avait pas que des Australiens, à mon avis. Ou alors ils aiment bien le orange. Enfin, je sais pas, c'est... Et puis franchement, je vous le dis, je vous le répète, ça nous fait extrêmement plaisir de revoir Melbourne, qui est vraiment un circuit atypique, qui a toujours une course atypique. Il peut se passer presque tout et n'importe quoi là-bas. Bon, on l'a encore vu. Et puis surtout, une belle vengeance après ce qui s'est passé ces 2 dernières années face au Covid. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. Ce que je vous propose, c'est de passer au bilan des équipes. On le fait toujours dans l'ordre du classement constructeur après le Grand Prix. Et vous allez voir qu'il y a un peu de surprise. Mais on va commencer par Ferrari avec un week-end excellent donc pour Charles Leclerc avec un nouveau succès, le 4e en carrière et surtout le premier grand chelem pour le monégasque. Alors un grand chelem, c'est encore plus qu'un high track parce que dans le high track on a la pole position, le meilleur tour, la victoire. Le grand chelem, c'est aussi tous les tours menés en Grand Prix. Et oui, Pierre Gasly, Charles Leclerc a mené 58 tours, les 58 prévus dans ce Grand Prix. Il n'en a pas laissé un seul aux autres. Vraiment, le grand chelem pour le monégasque. Il a vraiment su profiter de sa position sur la grille. Ces 2 relances de safety car, ça s'est très bien passé. Bon, d'accord. La première a été bien. La deuxième, il a sous-viré, il aurait pu se faire bouffer par Verstappen. Hein, mais il a réussi quand même à maîtriser cette course. Il a fait le travail. Tant mieux pour lui. Et c'est vrai que c'est un énorme contraste quand on voit par rapport au garage d'à côté avec Carlos Sainz. Pourtant, qui faisait des essais encourageants, l'Espagnol. Lui qui pouvait encore miser sur un très bon résultat. Grand peloton de la Q3 le samedi, 2 tours en course, merci d'être venu. C'est une course trop courte pour l'Espagnol, c'est vraiment dommage comme résultat. Franchement, c'est dommage, et ça contraste un peu le résultat avec Leclerc. C'est vraiment la déception. D'ailleurs, dans l'équipe, Mattia Binotto le disait, c'est vraiment dommage que Sainz ramène un score vierge pour ce week-end de Grand Prix. C'est vraiment dommage. Mais sinon, pour la victoire de Leclerc, je vais le dire, en apparence, c'est une victoire facile. En apparence. Parce que c'était quand même pas donné. Hein, c'était quand même pas gagné. Il y avait quand même une crainte des Red Bull. C'est vrai. Elles étaient là, les Red Bull. On va en parler, tiens. Mais il y avait quand même une crainte. C'était pas assuré la victoire. Et puis finalement, la victoire est rouge. On passe à la suite, et ben tiens, on va passer à Mercedes, et oui, ils sont encore deuxième en général, Mercedes. C'est une course réussie pour eux, avec un deuxième podium cette saison.
Une voiture qui souffre de traîner, hein, c'est ce que l'équipe a commencé à avouer. Bon, déjà, ils n'ont pas apporté d'évolution ce week-end. Hein. Bah, tu m'étonnes, quand on est trop loin de ces bases européennes, c'est compliqué. Et puis surtout, ce Grand Prix servait de test grandeur nature pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas sur cette voiture. Il faut dire que la voiture de Lewis Hamilton a embarqué 1,5 kg de capteurs en tout genre. Pour savoir pourquoi cette voiture souffre de traîner, pourquoi ce concept de ponton totalement supprimé, ou pourquoi cette voiture ne fonctionne pas. Voilà, c'est... Est-ce que ça vient de la voiture dans sa globalité? C'est possible. Mais après, il y a beaucoup de radio paddock qui expliquent qu'en fait, le moteur Mercedes n'arrive pas à supporter le nouveau règlement qui impose un pourcentage de E10, qui est de l'éthanol, hein, qu'on a dans vos carburants, dans les carburants classiques à la pompe. Ça peut être une explication que Mercedes n'aurait pas réussi à passer le cap. Donc du coup, ils sont en recherche de questions. Ils sont en recherche, ils essayent de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas déjà chez eux. Hein, et peut-être voir s'ils peuvent pas apporter des solutions déjà chez eux pour la voiture et pour les moteurs. On verra après. Mais tout le monde est sur le dossier. Sinon, pour ce Grand Prix, alors, même si Hamilton est bien classé après ce week-end compliqué, il était quand même déçu d'avoir terminé derrière George Russell. Ouais, on va dire que l'ego a pris un peu de mal, tout ça, mais très honnêtement, de ce qu'a fait Hamilton ce week-end, lui qui était en difficulté pendant les essais, franchement, déjà, se qualifier 5ème sur la Hongrie, terminer au pied du podium, faut pas trop demander en ce moment à Lewis. Très honnêtement. Et puis on a George Russell qui a fait une excellente course, et puis surtout, c'est le grand gagnant derrière la voiture de sécurité. Il a presque eu un arrêt au stand gratuit avec l'accident de Vettel. Hein. Il passe à ce moment-là, il est rentré, il a changé ses pneus, et hop, le podium assuré, le premier avec une Mercedes, le deuxième en carrière. Ça fait toujours de bons souvenirs. On passe à la suite avec Red Bull, avec un week-end qui se termine dans la frustration. Tu m'étonnes, hein Max? C'est vraiment la frustration chez Red Bull. Parce que voilà, Verstappen, bon, il était en difficulté, en délicatesse avec cette voiture. Le samedi, il pouvait vraiment espérer une pole. Franchement, il était là. Hein, ok, la voiture n'était pas stable, mais il pouvait espérer une pole position. Et même, il pouvait espérer une victoire. Avec un peu de chance, certes. Je suis d'accord. Mais il pouvait vraiment espérer tout ça. Et encore une fois, c'est l'abandon à cause d'un problème de fiabilité sur la voiture. Le troisième problème sur un moteur Red Bull. Et là, le problème, c'est que Christian Horner ne peut pas dire c'est la faute de Honda, c'est la faute de Renault, c'est la faute de je ne sais qui. C'est la faute de Red Bull. C'est Red Bull a encore abandonné dans ce Grand Prix. C'est le serpent qui se mord la queue. Ah ils ont voulu être motoristes. Eh bien, ils vont couiner, hein. Franchement, pour le coup. Franchement, deuxième abandon de Verstappen sur les 3 en ce début de saison. Non, franchement, c'est pas normal, ça pique. Mais franchement, pour sauver ce week-end, on a quand même Sergio Pérez qui devient un homme du samedi, même s'il joue au millième près. Et puis surtout, qui commence à jouer le dimanche pour espérer de bons résultats. Bon, à Jeddah, il n'a pas eu tant de chance, mais ça fait quand même plaisir de voir le Mexicain dans une grande forme. Je pense que c'est la voiture qui doit lui convenir. Ce style de voiture nouveau, peut-être qu'il arrive à en tirer tous ses avantages. On l'a vu sur ces 3 courses, il est vraiment... Pardon, décidément quand je parle de Pérez... Franchement, je pense que oui, que Sergio Pérez se sent très bien au volant de cette voiture, de ce style de voiture. Et puis, s'il arrive quand même à sauver Red Bull du naufrage, je pense même qu'il pourrait en faire encore plus sur les autres Grands Prix. Limite, il pourrait aller chercher des victoires à la régulière sur la saison. J'en suis sûr. Mais vraiment. Et heureusement, on peut dire merci à Checo pour ramener des points chez Red Bull. Hein.
On passe à la suite. McLaren. Ah, McLaren. Le réveil de l'équipe de Hawking après 2 Grands Prix totalement compliqués. Hein. Oui, Melbourne, c'est un cas particulier, on va le dire. Hein, c'est... Ok, on a une nouvelle configuration du circuit, un asphalte neuf qui convient carrément à cette voiture. Hein. Il suffit de voir les résultats. Mais tous les circuits ne sont pas Melbourne. Hein. Monaco, c'est pas Melbourne. Bakou, c'est pas Melbourne. Sochi, non pas Sochi. Bref, vous m'avez compris. Si la configuration du circuit de Melbourne a pu aider McLaren, qu'est-ce que ça va être sur les autres, hein? D'ailleurs, dans leur propre aveu, si on refaisait le Grand Prix de Bahreïn le week-end prochain, bah on serait encore 13e sur la grille. Donc il y a encore beaucoup de travail chez McLaren. Et pourtant, Norris et Ricciardo ont réussi à retrouver le sourire grâce à ce résultat. C'est pour ça qu'ils sont 4e dans ce bilan des équipes, hein, et 4e au général. Vous verrez les classements en fin de vidéo. Et franchement, faut qu'ils profitent de ces résultats. Ah, ils ont intérêt à profiter parce que les prochaines courses, ça va être compliqué. Imola, Miami, Barcelone qui est la référence, Monaco. Ah déjà, les 4 là, ça va piquer. Ça va piquer. Mais ouais, ça fait plaisir de revoir McLaren en meilleure forme. Mais je vous l'ai dit, ça va pas durer. On passe à Alpine, tiens. Allez, je vais garder du positif pour Alpine. Ah, très sérieusement, je garde du positif. Même le jaune étanchéité veut garder du positif, hein, c'est pour vous dire. Même si Ocon termine dans les points, la fiabilité qui fout tout en l'air, qui fout tous les espoirs d'Alonso à la poubelle. Franchement, ça c'est rageant. Et puis en plus, sa course, Alonso. Ok, il a prolongé son relais au pneu dur, du départ au plus loin possible. Il est allé au bout, il a perdu en performance, ce qui est logique. Il a refait un arrêt au stand pour passer les pneus médiums. Ça n'a pas marché. Il avait du graining, il avait du blistering. Ça veut dire que c'est des cloques qui se créent sur le pneumatique et dans sa carcasse. Ben, très sérieusement, Alpine n'a pas réussi à sortir une très bonne stratégie pour l'Espagnol. Et puis je pense que... Après, je sais pas si ça aurait changé grand-chose dans la course et le résultat. Mais je pense que Alonso aurait dû s'arrêter en même temps que Russell. Les deux pilotes étaient plus ou moins sur la même... plus ou moins sur la même stratégie. Il aurait pu essayer de s'arrêter à ce moment-là, en même temps que Russell. Je pense que ça aurait pu aider, parce que c'est vrai que oui, il s'est retrouvé 4e, il aurait pu emmener ses pneus encore plus loin. Mais quand on a vu qu'il commençait à perdre en rythme, puis surtout pendant un moment, il est resté bloqué derrière le bouchon Stroll, avec Gasly, Bottas, ses pneus complètement flingués. Et c'est peut-être ça aussi qui n'a pas aidé. Et franchement, c'est dommage pour l'Espagnol qui termine... Mais il n'a pas encore fini en fait. Ah, il termine loin, le pauvre. J'ai évoqué Bottas. On va parler d'Alfa Romeo. Hein. Allez, une petite consolation pour l'équipe italo-suisse. Même si aucune de ces voitures a pu arriver en Q3. D'ailleurs, c'est un événement pour Valtteri Bottas qui finit sa série de 103 top 10 en qualification. Une série qu'il a commencé avec Mercedes en Australie 2017. 5 ans de top 10 en qualification. On appelle ça de la régularité. Malheureusement, tout a une fin, mais quand même, 103 top 10 en qualification pour Valtteri Bottas, ça c'est énorme. Et même avec une nouvelle équipe, franchement, ça c'est énorme. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas trouvé correct pour le Finlandais, c'est comment il s'est fait tasser comme un gros porc par Lance Stroll. Ah, et franchement, non mais ça c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et d'ailleurs, c'est dommage que le Canadien n'a pas été pénalisé pour ça. Je pense que Alfa Romeo aurait pu aller encore plus loin. Ils auraient dû envoyer Fred Vasseur à la direction. Il aurait tout pété, ça aurait été génial. Enfin, c'est un peu dommage. Et voilà, bon, Bottas, il termine quand même dans les points.
On va dire que ça fait une consolation. Et il y en a un qui termine à la porte des points, c'est Guan Yu Zhou. Alors, le chinois, il n'est pas ridicule. Très honnêtement, il fait une course solide, il est régulier, et pour ses trois premiers grands prix, ça se passe très bien en fait. Il est parfait, bon, il termine 10e à Bahreïn, 11e à Jeddah et à Melbourne. C'est pas mal, c'est un bon début. Très honnêtement, c'est un bon début. Je sais pas comment ça va se passer pour la suite, hein. Europe, États-Unis, Europe, tout ça. Mais après, je pense qu'il va arriver sur des circuits qu'il connaît bien, Barcelone, Monaco, Bakou, donc ça sera à suivre. Mais je fais pas trop de soucis pour l'instant pour le pilote chinois d'Alfa Romeo. Pour l'instant, ça se passe très bien. On continue, on va passer avec un retour à la réalité pour l'équipe américaine, hein, on va pas se mentir. Ok, ils terminent loin, tout ça, mais bon, voilà, les deux voitures sont à l'arrivée pour la première fois en Australie, à Melbourne. Tant mieux pour eux, hein. Vous voyez, hein, quand on arrive à serrer des roues, ça se passe très bien. Mais bon, pour faire court, une course assez correcte pour les pilotes, hein, même s'il y a eu quelques erreurs ou de mauvais coups de pilotage. C'est sans gravité pour Schumacher et Magnussen. Et même Magnussen s'est excusé auprès de son équipe pour dire excusez-moi, j'ai fait une sortie de piste, promis, je ne le referai plus. Il a changé, Magnussen. Il a changé. La suite, Alfa Romeo. Non, Alfa Romeo, pardon. Alpha Theory, si je commence à inverser les alphas, ça va pas aller. Bon, allez, Alpha Theory, ça a été une course compliquée pour eux, hein, Alors, Gasly sauve les meubles avec une voiture qui n'avait peu de performance dans ce Grand Prix australien. D'ailleurs, même lui, de son aveu, il l'a senti, hein. D'ailleurs, sur la grille, on l'a vu vraiment tordu. Il n'était pas dans une sérénité comme on le connaît, le Normand. Il est resté bloqué derrière Stroll pendant un long moment. Il s'est dit, c'est pas possible, lui, il doit rouler bourré. Franchement, c'est un peu dommage pour Gasly. Lui qui nous habitue avec des performances assez incroyables avec l'Alpha Theory. Mais là, c'est un début de saison un peu compliqué pour lui et pour l'équipe italienne. C'est un peu dommage. Puis du côté de Yuki Tsunoda, il était vraiment en net recul, le japonais. On l'a pas beaucoup vu, hein. D'ailleurs, même lui le dit, c'est frustrant comme course. Et on peut le comprendre. On passe à Williams. C'est le héros du jour, Alexander Albon, 10e, avec une Williams qui ne fonctionne pas. Oui, c'est salaud ce que je dis, mais oui, la Williams, elle ne fonctionne pas. Et pourtant, le Thaïlandais termine 10e avec une stratégie totalement osée. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Ah, ça, c'est génial. C'est-à-dire que Latifi, que Albon réussit très bien son retour en Formule 1. Et malgré qu'il fasse des erreurs sur d'autres courses, il commence à revenir dans une grande forme. Ça fait plaisir. Et ça contraste énormément avec Nicolas Latifi qui termine très loin dans ce Grand Prix. Je pense qu'en fait, il n'a pas voulu croiser Lance Stroll de tout le Grand Prix. Ça peut se comprendre. Et d'ailleurs, on va terminer avec Aston Martin. Ouais. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Aston Martin? La seule Aston qui a fonctionné du week-end, c'est la voiture de sécurité. Voilà. Il y a eu plus de casses sur ce week-end qu'auparavant. Limite, a dû coûter plus cher que l'accident de Schumacher à Jeddah. On a un moteur qui a cassé, on a Stroll qui casse des éléments aérodynamiques, Vettel et Stroll qui cassent encore la voiture. 2 fois même Stroll. 2 fois il va casser sa voiture. Qui fait n'importe quoi en piste. Qui accuse les virages parce qu'il tourne. C'est une déception à Aston Martin. Puis Vettel, bon, il a une excuse Vettel, d'accord. Il revient, j'en ai même pas parlé de Vettel, le pauvre. C'est son tout premier Grand Prix de la saison. Il a très peu roulé à Melbourne. Il part à la faute. Je vais bien l'excuser, l'Allemand. Très honnêtement, je vais bien l'excuser.
Mais sa voiture, c'est un veau. Elle est ignoble, cette Aston Martin. Franchement, autant engager Bernd Melander avec Aston pour chaque week-end. Hein. Au moins, c'est sûr, ils gagneront du temps. Et encore, j'ai lu un truc. Je ne l'invente pas. Vous avez des pilotes qui se plaignent de la voiture de sécurité quand c'est l'Aston Martin. Je vous jure que c'est vrai. Il y a des pilotes qui ont dit quand c'est la voiture Mercedes, il n'y a pas de problème. Ça roule bien. Mais alors, quand c'est de l'Aston Martin, ça se traîne. Il y a quoi? Il y a un lien entre les deux, c'est... On rigole, mais c'est horrible pour Aston Martin. D'ailleurs, il y a la CO qui a appelé, il les félicite d'avoir mis un terme au projet Hypercar pour les 24 heures du Mans. Pas du tout. Voilà pour le bilan des équipes, je vous propose de passer au classement pilote et constructeur. On y va maintenant. Et après 3 grands prix, on retrouve Charles Leclerc, leader du championnat avec 71 points devant George Russell qui en compte 37. Et oui, George Russell, deuxième de classement général. Il devance Carlos Sainz, Sergio Perez, Lewis Hamilton, 5e avec 28 points. Max Verstappen n'est que 6e avec 25 points devant Esteban Ocon. Lando Norris, 8e avec 16 points devant Kevin Magnussen et Valtteri Bottas qui ont 12 points chacun. En deuxième partie, s'il vous plaît, merci. Daniel Ricciardo, 11e avec 8 points devant Pierre Gasly qui en compte 6. Yuki Tsunoda avec 4 points devant Fernando Alonso qui en compte 2. Guanyu Zhou et Alex Albon ont 1 point chacun. Et derrière à 0 points, on retrouve Mick Schumacher, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Nicolas Latifi et Sébastien Vettel. 21 pilotes de classés cette saison et c'est peut-être pas fini. Et du côté des constructeurs, c'est l'envolée pour Ferrari. Première équipe à passer le cap des 100 points, 104 exactement. Mercedes toujours deuxième avec 65 points devant ce Red Bull qui en compte 55. McLaren 24 points avec 2 points d'avance sur Alpine. Derrière Alfa Romeo, 1 point d'avance sur Haas, 13 à 12. AlphaTauri est 8e avec 10 points. Williams, 1 seul point pour la 9e place. Aston Martin est lanterne rouge. Et voilà pour ce Grand Prix d'Australie, pour ce 3e rendez-vous. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter et à partager. Savoir s'il faut bannir à vie Lance Stroll de la Formule 1, même du sport auto. Hein. On va gagner du temps. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour parler du Grand Prix d'Emilia-Romagna à Imola. Ça sera d'ailleurs le premier rendez-vous avec la course sprint de la saison. Le premier des 3. Et ouais, les qualifications, ça sera le vendredi. Le sprint le samedi et le Grand Prix dimanche. Hein. Et puis je vous raconte pas l'ambiance qu'il va avoir là-bas avec les Ferrari. Ça va être exceptionnel. Et en attendant, si je peux vous conseiller, si vous êtes dans la région du Gers, du côté de Nogaro, ce week-end, il y a les Coupes de Pâques, c'est l'ouverture du championnat de France des circuits. Vous verrez là, il y aura 40 voitures pour le FFSA GT4. Oui, c'est du GT4, mais c'est génial à voir, franchement, allez-y. 40 voitures au départ. Il y a aussi de la Formule 4, de la Clio Cup. Il y a aussi le championnat de France Touring. Allez-y, allez voir ça. C'est 4 jours de courses, de fêtes, de roulage. Ça se passe à Nogaro, c'est dans le Gers. Et franchement, allez-y. Parce que c'est vraiment l'un des meilleurs circuits qu'il y a en France. Vous pouvez me croire. Et le spectacle est garanti. Puis surtout, c'est avec ce genre d'événement qu'on peut vraiment s'approcher des voitures de course, des pilotes et surtout du paddock qui est toujours ouvert dans les championnats de France. Allez-y, allez voir du championnat de France GT, Touring, Formule 4. Allez voir ça, franchement, ça vaut l'occasion. Merci à vous, bravo et à bientôt.